Pot de Frise, saison 2, épisode 8, prendre son envol en méditation. La méditation, c'est un peu comme une pomme. Je peux vous raconter comment sont les pommes vertes et les pommes jaunes et la différence avec les pommes rouges. Voilà. Tant qu'on n'a pas mordu dans la pomme, on ne peut pas savoir ce que c'est. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sophia de l'équipe et de Tania Guillaume qui s'occupe de l'aumônerie réformée de notre université. Donc aujourd'hui on va avec Tania et Sophia faire un petit tour de ce que c'est l'aumônerie ou de ses activités par exemple. Et ensuite en fait on va s'attarder un peu plus sur une activité qui aura lieu cette semaine au Centre Frise, donc ce jeudi, qui est une introduction à la méditation pour comprendre un peu plus clairement ce que c'est. Je sais pas si Tania tu veux commencer par te présenter, dire en 2-3 mots qui tu es et ce que tu fais. Alors bonjour, oui, je m'appelle donc Tania Guillaume et donc je suis aumônier ici à l'université. Ça fait maintenant la 8e année que je suis là et que je propose différentes activités. Top, merci beaucoup. Donc peut-être pour la première partie, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça veut dire le terme déjà aumônerie, qu'est-ce que ça représente? Peut-être ça peut être assez flou pour les gens qui nous écoutent. Alors c'est un vieux mot qui en français ne veut plus dire grand-chose. On peut bien dire ça. Puisqu'à l'origine, c'était faire l'aumône, c'était donc s'occuper des pauvres qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas à manger, c'était s'en occuper en leur offrant de quoi essayer de passer la journée. De nos jours, c'est effectivement toujours en lien encore avec l'Église, puisqu'à l'origine, c'était un des ministères de l'Église. Et donc, moi, je suis à l'origine théologienne. Je fais des études de théologie réformée à Genève. Et ensuite, j'ai fait des stages pour devenir pasteur. J'ai été pasteur pendant de nombreuses années. Et puis maintenant, je travaille à l'aumônerie. Alors, il faut préciser que l'aumônerie exige aussi des compétences différentes de celles du pasteur. Mhm. Donc là, moi, ça fait 15 ans que je suis formée aux thérapies brèves, pour pouvoir mieux accompagner les gens. Je suis psychologue d'urgence. J'ai été même directrice du care team en Appenzell et puis à Saint-Gall. D'accord. Donc pour les grandes catastrophes, qui peuvent être des petites catastrophes localement, mais des grosses catastrophes pour des parents quand un enfant se suicide, ou quand un parent se suicide, par exemple, c'était un cas qu'on avait souvent, ou des gros accidents. Ensuite, j'ai des formations en thérapie brève de différents types et je suis hypnothérapeute. Je peux aussi faire de l'EMDR, qui est une thérapie très intéressante pour toutes les phobies, quand on a peur de parler en public, ce genre de trucs. Et des araignées. Des araignées par exemple, mais aussi quand on a un traumatisme, donc des choses beaucoup plus violentes, beaucoup plus profondes. Voilà, tout ça c'est dans mes cordes. Donc si je comprends bien, le but c'est peut-être d'accompagner ou bien d'aider des personnes au travers de différents moyens, de différents services ou de différentes activités. Exactement. À l'aumônerie. Et puis là, j'ai vu notamment que vous faisiez par exemple des ateliers de mandala, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses. Je ne sais pas si tu veux nous dire un petit peu plus sur les différentes activités que vous proposez. En fait, en arrivant à l'université, mon idée c'était qu'il fallait aussi être universel et qu'il fallait pouvoir parler à un maximum de gens, surtout en dehors aussi du religieux, parce que le religieux n'est pas forcément la première chose qui intéresse les étudiants, à moins d'être vraiment soi-même déjà porté sur la religiosité, et à ce moment-là, souvent les jeunes ont déjà quelque chose. Du coup, je me suis dit, j'ai commencé vraiment par la méditation. La méditation que je trouve quelque chose qui peut être vraiment bien. Et puis ensuite, il y avait aussi l'idée d'avoir du mouvement. Le reproche que je fais à la méditation, si j'ose en faire un, ce serait d'être assis, de ne pas bouger. Or, souvent, on est déjà assis toute la journée et on ne bouge pas beaucoup. Donc du coup, j'ai proposé aussi du Qigong, qui est une forme de méditation en mouvement. Et aussi, pour tous ceux qui ont de la peine à rester sans bouger,
de la méditation au niveau créatif. Parce que j'adore, donc je suis aussi formée en pédagogie d'expression ludocréative. Et donc, je fais beaucoup de choses créatives, j'adore ça. Donc, par exemple, méditer en dessinant, pour reprendre l'exemple des mandalins, en faisant des autres activités, combiner ça en fait. Exactement, c'est ça, le avec un crayon dans la main. Ok, ouais. Pour avoir une focale, au lieu de se focaliser sur un truc particulier, typique de la méditation, on va se focaliser plutôt avec du crayon, avec un stylo, ou avec des couleurs, enfin selon. Et du coup, c'est des étudiants de l'université qui te sollicitent pour ce genre de méditation, ce genre d'activité? Alors, la participation à tous mes ateliers est extrêmement mixte. J'ai de tout, allant des professeurs aux étudiants, passant par des employés de la cafétéria, techniciens, j'ai vraiment de tout. Et c'est ça qui est sympa d'ailleurs. Chouette. Et du coup, juste peut-être quelque chose qui semble évident ou peut-être qui ne l'est pas, c'est des activités qui sont proposées gratuitement? Oui. Okay. Alors, toutes les activités sont gratuites pour les personnes de l'université. Et du coup, alors vu que cet épisode il va plutôt concerner la méditation et ce que tu proposes en termes de méditation, est-ce que tu as envie de faire peut-être une petite introduction pour donner une idée déjà aux personnes qui savent pas vraiment quoi commencer avec ce mot, parce qu'il est quand même vachement large, on entend souvent parler de la méditation, mais on peut pas vraiment comprendre ce que c'est finalement si on n'a jamais pratiqué. Alors en fait, la méditation c'est comme le sport. Je fais du sport. Ah, tu fais quoi? C'est ça qu'on va demander. On va te demander, tu fais de la vipassana, tu fais de la pleine conscience, tu fais du ci, tu fais du ça. Il y a toutes sortes de méditations, vraiment tout plein de trucs. Et je dirais que il faut déjà commencer par dire que personnellement, je considère que tout se vaut, toutes ces formes de méditation se valent. C'est comme dire que le foot c'est mieux que le hockey. Voilà, c'est une question de goût. Ouais. Et à l'origine, quand j'ai commencé il y a 8 ans, je proposais la méditation que je pratiquais moi, à savoir le silence. Je viens, je m'assieds et je reste en silence. Et bon, après, il y a des étudiants qui m'ont dit que c'était peut-être un peu raide, que c'était difficile, enfin, qu'ils avaient beaucoup de peine à rester comme ça, dans le silence. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, je vais commencer à faire une petite intro. Et donc, j'ai commencé à faire une petite introduction. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à varier un petit peu les styles. Donc, le premier semestre, c'était vraiment les pauvres étudiants, ou peut-être grâce à eux, que j'ai pu un peu développer ce qu'il fallait faire pour eux. Et c'est là que j'en suis arrivée à faire un pot pourri. Donc, je propose un peu de tout, franchement, pour qu'on puisse tester, voir qu'est-ce qui me convient. Est-ce que ça me plaît d'être juste assis comme ça en silence? Est-ce que je préfère qu'on me guide? Et je fais aussi des petits voyages imaginaires. Et ensuite, quand on arrive direction la fin de l'année académique et les examens, je dirais que à partir de la mi-semestre, donc les 7 dernières semaines, je faisais vraiment des méditations inspirées de l'hypnose, en prévenant que c'était inspiré de l'hypnose, pour optimiser les capacités à mémoriser, à travailler, à faire face au stress, etc. Et forcément, c'était très sympathique. Ce qui fait du sens, effectivement, pour quand on approche la période des examens. Donc, ouais, je comprends bien. Et du coup, peut-être c'est quelque chose qui peut rebuter certaines personnes qui sont un peu détachées de ce domaine-là. Moi, je me demande comment est-ce qu'on peut l'apprendre, ou est-ce que ça s'apprend de faire de la méditation, ou comment ça se fait en fait? Ouais, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Est-ce qu'il y a une marche à suivre en fait claire, ou bien c'est chacun qui doit un petit peu se trouver? Alors j'adore ta question, merci. Parce qu'en fait, pour être clair, normalement, habituellement, on va entrer dans une sorte d'école et on va rentrer dans une démarche. Comme quand j'apprends le violon, je fais d'abord des cordes à vide, j'apprends à accorder mon machin, etc. Et là, ça va être pareil. Et la plupart des écoles te demandent une certaine assiduité. À l'université, sincèrement, en plus, en tant qu'aumônier, moi je veux dire, je suis là pour faire du bien aux gens, je suis pas là pour les foutre encore plus sous pression. Alors j'ai développé vraiment une technique qui est très 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 simple, qui s'acquiert rapidement. J'ai développé plein de petits trucs, de petites astuces, et j'essaye d'intégrer ça le maximum dans le quotidien. Donc je peux donner effectivement des petites idées.
Et l'objectif, c'est que même si tu viens une fois et puis que 4 fois tu viens pas et que la 5e fois tu es de nouveau là, tu n'es pas loupé le train. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de chaque fois réapprendre un petit truc, une petite astuce. Et j'essaye d'intégrer le maximum de ce qu'on apprend dans le quotidien. Donc, donc le but, c'est que ça se résume pas, par exemple, à l'heure ou les 2 heures où les personnes font l'activité avec toi, mais que ça se répercute aussi dans la vie, Exactement. dans la vie du quotidien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, on va te demander de pratiquer au moins 20 minutes tous les jours. Donc, de t'asseoir sur ton petit coussin et de pratiquer l'exercice qui a été proposé pendant la session. Et ensuite, d'avoir un journal de bord où tu notes tous tes machins et tout. Donc, ça devient vite lourd. Ouais, surtout qu'il faut faire de la place dans son emploi du temps pour ça. Et si on a déjà un emploi du temps chargé, ça peut juste stresser encore plus au final. Voilà, si exactement. on doit faire ça. Ouais, exactement. Et donc, mon objectif, évidemment, comme tout le monde, je me suis dit, je vais leur proposer ça. Et je leur demandais comment ça s'est passé, est-ce que vous avez réussi à le faire. Et s'il vous plaît, racontez-moi pas des bobards, je m'en fous. Donc, moi, ce que je veux, c'est si vous me dites, bah non, écoute, non, on n'a pas eu le temps, tout simplement, ça me stresse et tout, et ben c'était génial. Il y a aussi plein de gens qui me disaient, mais moi là, j'étais assise, puis je me disais, putain, j'ai encore tout ça à faire, et puis maintenant je suis là, je fais rien, je suis juste assise, il y a le temps qui passe, comment je vais faire, et puis tout. Alors après, je leur donnais des petites astuces pour qu'ils arrivent à se souvenir, par exemple, ah oui, il faudra encore que je pense à ça et à ça. Je leur disais, bien sûr, je pourrais vous dire, vous prenez un petit cahier, puis vous notez vos pensées. Mais le jour où vous conduisez une voiture, vous êtes sur l'autoroute, vous avez plein d'idées qui vous passent par la tête, eh ben, tant qu'à faire, autant apprendre des astuces, comment faire pour me souvenir des pensées que j'ai eues en conduisant. Donc en fait, je reprenais chaque fois les feedbacks des participants pour réadapter ou pour la semaine d'après, etc. Et donc, on peut très facilement apprendre la méditation. En fait, la méditation, sincèrement, tout au début, c'est bêtement, ça paraît un petit peu trivial, mais c'est des exercices de concentration. Comment rester focalisé sur un truc. Après, il y a aussi une grande question qui se pose toujours, c'est la posture. Est-ce que je dois m'installer en lotus? Est-ce qu'il faut ci? Est-ce qu'il faut ça? Alors tout ça, mais non, tout ça, il n'y en a pas besoin a priori. Évidemment, les maîtres zen, ils vont te dire, si, bien sûr, c'est important que tu puisses t'asseoir pour que tu ouvres bien tes jambes, ton bassin et tout. Je pense que le plus important, et ça c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est l'attitude, c'est la posture qu'on prend, mais que je la prenne sur une chaise ou que je la prenne n'importe où, c'est égal. Donc, ce qui est important, c'est de s'installer de manière assez droite pour pouvoir bien respirer, de ne pas tomber en avant, parce que là, on risque de piquer du nez, de s'endormir. C'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Mais sincèrement, il y a aussi, chaque fois, moi, je mets des gens qui se couchent. Donc, je mets des coussins, j'ai plein de petits coussins pour qu'on soit bien confortable, parce que pour moi, l'important, c'est vraiment qu'on puisse être bien. Et ma foi, si quelqu'un s'endort, eh ben, il s'endort. Et puis après, il y a tout le monde qui rigole parce qu'on dit, dis donc, t'as bien ronflé, tu nous as bien bercé. et ma foi, je me dis que c'est que cette personne, elle avait besoin de ça. Et je pense que c'est aussi ça, justement, qui est important, c'est d'être ouvert à toutes ces demandes, à tous ces besoins, quoi. Et puis peut-être encore une dernière question, est-ce qu'il y a un public type ou un public cible pour faire de la méditation ? Quel est le profil? Est-ce que c'est, par exemple, pour des gens qui sont particulièrement stressés dans leur quotidien, ou bien ça peut être... Alors, c'est un public très large, je dirais. Ce qui est important, c'est que la personne ait l'impression qu'elle a besoin de quelque chose qui lui permette peut-être de reposer de temps en temps ses pieds sur terre, ou de faire un peu de trouver le calme. Ce qu'on appelle vraiment ces exercices un peu, comme je disais, un peu bêtes de concentration. Ça permet vraiment de faire le calme. Et puis, ça permet pour tout le monde de faire un peu de l'ordre dans sa tête. Mais penser qu'on va être dans le calme absolu, qu'on va plus avoir aucune pensée et tout, c'est faux. Parce que de toute façon, l'esprit, il est fait pour ça, pour produire des pensées et puis pour anticiper. Donc, on est toujours en train de penser. Par contre, on arrive peu à peu, effectivement, ça c'est ce qui est génial,
avoir de temps en temps un petit espace comme ça de calme mental. Et à force de pratiquer, ça augmente. Ouais. D'accord. Moi, j'avais juste une question. Donc, j'ai l'impression dans ta méthode aussi pédagogique, c'est très personnalisé, c'est-à-dire que tu regardes avec les personnes qui viennent à tes cours, quel type de méditation qui irait bien avec elles. Et en fait, je me suis posé la question, mais c'est quoi ton parcours dans la méditation? Comment est-ce que toi, t'as découvert ça? Et c'était quoi, en fait, c'était quoi le début de ton engouement, entre guillemets, dans cette pratique? Alors là, on remonte à mon enfance. Donc, moi, j'étais grande musicienne et au conservatoire, on avait une personne qui s'installait sous il y avait un piano à queue. Elle s'installait sous le piano à queue, assise, et elle faisait de la méditation. Et c'était une personne qui passait sa virtuosité, donc c'était mon idole, en gros. Je me disais, waouh! Donc, moi aussi, je vais faire ça. Donc, je suis allée vers elle, je me suis installée à côté d'elle, et puis j'ai regardé comment elle était assise. Alors, elle était en lotus, autant dire que c'était la première frustration, c'est que j'ai jamais réussi à m'asseoir en lotus. Mais en tout cas, voilà, je m'asseyais à côté d'elle, et puis j'essayais de faire comme elle. J'attendais. Puis, au bout de quelques semaines, un jour, elle me dit « Oui, tu sais, tes pensées ne sont que des nuages, laisse-les passer. » Alors j'étais assise, là je devais avoir 8 ou 9 ans, pour dire, vraiment j'étais petite. Donc 8 ou 9 ans, j'étais assise là, puis je me disais, mes pensées sont des nuages. Ouais, mes pensées sont des nuages, ok. Puis un peu plus tard, elle m'a dit, imagine que tu es une montagne. J'habitais à Berne. Quand j'ouvrais mes volets, je voyais la Jungfrau et puis le Liger et le Mönch. Donc voilà, je m'imaginais que j'étais le Mönch. Pour tout dire, j'ai tout de suite pris, n'est-ce pas, la petite montagne. C'est Quand adorable. j'étais là, je m'imaginais ça. Puis c'est comme ça que je suis tombée dans la soupe, en fait. Dans la soupe de la méditation. De la méditation, de manière raide. Il faut bien dire que c'était une chinoise. Donc elle m'a présenté la méthode à la hardcore, quoi, vraiment. Et puis peu à peu, j'ai compris effectivement que le soir, quand j'avais tellement de pensées qui tournaient dans ma tête, je me suis dit, mais oui, mes pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel, donc je vais simplement les laisser filer. Et en l'espace de 1 ou 2 semaines, j'avais plus de problème d'insomnie, alors que j'étais une grande insomniaque. J'ai jamais dormi beaucoup. Donc là, j'ai tout de suite vu le bénéfice. Et puis la concentration, quoi, la capacité intellectuelle qui se décuple, parce que simplement on arrive à être concentré. On se fatigue pas, donc ça c'était vraiment mon cheminement. Ouais. Et puis est-ce que la démarche donc qui était plus chinoise de cette méditation, elle se différencie d'autres types de méditation? Alors après, justement, en apprenant l'hypnose, on apprend aussi à faire tous ces petits voyages imaginaires, à proposer aux clients des petits voyages imaginaires. Là effectivement c'est autre chose, parce que là je vais proposer aux gens. Je vais leur dire, tiens, aujourd'hui, on fait une petite promenade. Et puis, je leur propose une balade. Je leur propose, alors, par exemple, je peux proposer, quand on commence l'université, qu'on ait le petit œuf qu'un paysan va trouver, va mettre avec ses poules. Ça, c'est une jolie petite histoire que j'aime bien raconter. Et puis, alors, donc, le petit poussin, il va naître. Puis il sera là dans son poulailler avec toutes ses poules. Et puis un jour, il voit qu'il est quand même pas comme les autres. Les autres aussi voient qu'il est pas comme eux. Mais enfin, bon, on l'a toujours eu, donc on dit rien. Et puis un jour, il voit passer un aigle. Et tout à coup, il se dit, oh, et si c'était moi? Et donc, il voit l'aigle et il commence à agiter ses ailes. Et il prend son envol, il monte, il va jusque dans les rochers. Et c'est ça le début de l'université. C'est maintenant, t'es le petit poussin. Tu vois que tu es devenu grand, tu as quitté le poulailler familial et puis tu vas prendre ton envol. Et donc ça, c'est une méditation que j'aime bien proposer en début d'année, par exemple, pour les jeunes étudiants, pour leur donner courage. Et chaque fois qu'on a un changement dans la vie, ça peut être une image qui est porteuse. Donc ça, c'est une toute autre méditation, parce que là, je veux vraiment raconter l'histoire et puis proposer que ça t'accompagne et puis que tu aies vraiment des images.
Mhm. C'est beaucoup plus accompagné que la méthode par laquelle tu as... Par laquelle ça. moi j'ai... Exactement. Si on peut revenir à cet exemple-là. Et puis sinon, ce que je vais aussi proposer, c'est vraiment des petits exercices tout simples qu'on peut refaire partout, ou quand on attend le bus, quand on est à la Migros, ou quand on mange, ou quand on est avec des copains, ou quand on va aux toilettes et puis qu'on se lave les mains. Aujourd'hui, avec le Covid, il faut toujours se laver les mains. Ben, voilà. Donc je vais trouver des trucs tout simples. Alors là, c'est tout différent. Ouais. Oui, j'ai remarqué que je pouvais pas faire des choses qui se construisent parce que justement, je propose aux gens de venir quand ils peuvent. Ouais. Et sans devoir me dire je viens pas. Vraiment, c'est spontané chez moi. Je sais jamais combien de gens j'ai. Des fois, j'ai 15 personnes, des fois, j'en ai 30. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Peut-être plus concrètement, ce jeudi, il y aura justement un atelier que tu animeras ici au Centre Frise. Donc une introduction à la méditation. Et concrètement, est-ce que tu as déjà des idées pour les gens qui pourront peut-être pas venir parce que c'est limité à 10 personnes, pour un peu expliquer comment ça va se dérouler et puis quels moyens tu vas peut-être utiliser ou présenter? Alors, je vais présenter différentes choses. Comme au lieu de faire ça sur 14 semaines que dure un semestre, eh ben, je vais le faire sur 1h30, je crois, qu'on a le temps. Donc faire des petits trucs de 10 minutes, un quart d'heure, pour qu'on puisse vraiment tester, goûter. Parce que c'est un peu comme une pomme, hein. Je peux vous raconter comment sont les pommes vertes et les pommes jaunes et la différence avec les pommes rouges, voilà. Tant qu'on n'a pas mordu dans la pomme, on ne peut pas savoir ce que c'est. Ouais. Et sentir la différence entre une Golden et puis une Granny Smith, voilà. Donc, voilà, métaphore biblique s'il en est, n'est-ce pas? En plus. Mais bon, c'était pas ça le but. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse vraiment tester. Et donc, je pensais faire une proposition d'un truc, vraiment le b.a.-ba, la première approche qu'on ferait dans la mindfulness, dans la pleine conscience. Peut-être juste la pleine conscience, est-ce que tu peux expliquer ça en quelques mots? Ça a été mis au point par Jon Kabat-Zinn, qui est un psychiatre, neuropsychiatre américain, et puis qui se dit, qui est très en vogue maintenant, parce que justement, elle se dit non religieuse, mais elle est basée sur le bouddhisme, donc toutes les valeurs bouddhistes ressortent quand même d'une manière ou d'une autre, mais bon, peu importe. C'est une méthode qui est justement... Une de ces méthodes qu'on vous propose en 7 semaines, tu fais 7 semaines de cours pour construire et puis ensuite tu es capable de faire de la méditation. Mais ça demande justement un investissement quotidien, etc. etc. Et on suit une marche à suivre très très précise. Donc moi, ce que je propose, c'est vraiment le truc de base pour essayer de calmer l'esprit. Le truc vraiment basique de chez basique. Ensuite, je vais proposer une autre méthode plus aussi simple pour trouver le calme mental. Ensuite, je vais proposer sans doute une méthode de gribouillage, méditer avec son crayon. Donc un truc tout simple. Et là, je vais montrer, on va en faire une pour de bon en, je pense, 5 minutes. Et ensuite, je vais montrer d'autres petits trucs pour donner goût aux gens qui se disent « Ah ben tiens, je suis pas obligée de chaque fois faire le même gribouillage, je peux aussi faire autre chose. » Donc vraiment pour montrer que c'est infini ce qu'on peut faire, et que donc s'ils ont envie de se lancer, si ça leur convient, ben on va faire ça. Ensuite, je pensais proposer aussi un truc avec une méthode qui s'appelle le Zentangle, qui est du dessin, et à la fin, on a vraiment un dessin magnifique. Donc là, je pensais aussi faire un motif pour montrer, comme ça aussi, ça peut être quelque chose de très gratifiant, parce que non seulement j'ai médité, entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis focalisée pleinement sur une chose, parce qu'il faudra encore définir ce que c'est que la méditation. Hein. Oui, voilà. Ça peut prendre du temps. Et oui, voilà, on peut passer un semestre à 2 heures de cours par semaine. Mais voilà, si on dit que la méditation, c'est simplement apprendre à se focaliser sur une chose, à ce moment-là, justement, cette méthode, elle est super. Et puis, à la fin, en plus, on a un joli petit résultat, très mignon, très, très beau. Ensuite, je pensais peut-être aussi proposer quelques mouvements pour ceux qui sont kinesthétiques, donc qui vraiment ont besoin d'un peu plus que juste le crayon qui bouge. Ouais. Et je pensais conclure, si le temps le permet encore, par un voyage, un petit voyage, donc ces méditations qui relève plus du type hypnotique. Et je vais demander aux participants qui seront là
s'ils ont envie qu'on pose un ancrage, ça vient vraiment plus de l'hypnose. C'est-à-dire que c'est un signe qu'on peut se donner et qui nous permet d'être vraiment pleinement conscient, pleinement calme, pleinement présent pour se préparer aux examens, puisque nous sommes dans la fameuse deuxième partie du semestre de printemps. Ouais. Effectivement. Où les examens se présentent. Donc Déjà. voilà, c'est ça certainement que je vais aussi le proposer. Ouais, ok. Moi, ça m'intrigue en fait. Le mouvement, c'est quoi comme type de mouvement que tu vas proposer ou que tu as en tête? Alors en fait, j'avais commencé tout simplement par un mouvement du bras qui suit la respiration. J'inspire et j'expire, donc ça suit la respiration. Ça peut se faire en étant assis, tout simplement, sans besoin de grande chorégraphie où tout le monde va se foutre de ma gueule parce que je bouge pas comme les autres. Voilà. Bah oui, c'est quand même important. Il y a des gens qui sont mal à l'aise dans leur corps, donc ça peut être vraiment quelque chose de tout petit. Ça peut être juste un mouvement de la main, un mouvement des doigts. Et puis, je peux aussi proposer quelque chose, un plus grand mouvement. Mais là, ça dépend des participants. Oui. Si j'ai des participants qui me disent « Ah oui, j'aimerais bien voir ce que c'est que ton Qigong, là, c'est quoi ce machin ?» Alors, je montre 2-3 mouvements. Ouais. Mais si les gens ils disent « Ah non, moi j'ai envie de rester assis, j'ai pas envie de me... » Voilà. Alors, à ce moment-là, je fais quelque chose de plus simple. Ça dépend vraiment des participants. Ouais. Du coup, moi ça me donne un peu une idée que c'est plein de petites capsules que tu présenteras de différentes manières d'aborder la méditation, si on peut le résumer un peu comme ça. Et peut-être pour gentiment terminer, est-ce que toi tu aurais des conseils, enfin est-ce que c'est possible, je ne sais pas, mais quelques conseils pour des personnes qui nous écouteraient seulement et qui aimeraient se lancer dans la méditation? Oui, j'ai dit tout à l'heure, quand on se lave les mains par exemple, comme il faut beaucoup se laver les mains ces jours-ci, n'est-ce pas? Eh bien, par exemple, au moment où je vais me laver les mains, eh bien, que je sois complètement là avec mes mains. Que je sente l'eau, la température, le savon. Quand je savonne, que je sois conscient quelle est la sensation. Qu'est-ce que je sens? Mais quand on pensait que je ne sois pas déjà au prochain cours, au prochain défi. Mais que je sois vraiment juste là. Ça, c'est un truc tout bête, tout simple. Ouais, bien sûr. Ou alors, quand j'attends le bus, ou quand j'attends à la Migros parce que je fais mes courses, ou je sais pas dans quel magasin, tout à coup, que je me retrouve là, à faire la queue, je me dis, ah bah tiens, j'écoute tous les bruits. Ou je cherche tout ce qui est de couleur rouge. Donc, je trouve un point pour focaliser mon esprit, et je vais me focaliser là-dessus. Donc, j'ai pas besoin de faire Om, et puis de me mettre en position de lotus, mais simplement, je suis présente, maintenant, j'écoute. Qu'est-ce qui se dit autour de moi? Quels sont les bruits? Qu'est-ce que j'entends? Ouais, c'est vraiment un moyen d'être dans l'instant présent et puis pas forcément chaque fois penser à la suite et se concentrer sur un sujet en particulier, en tout cas comme je voilà. dans tes exemples. Et l'avantage de ça, c'est que mon cerveau, pendant ce temps-là, parce que mon cerveau, il est toujours actif, toujours, et ben lui, si maintenant je pose mon attention... Alors ici, par exemple, sur tout ce qui est vert, puisqu'il y a beaucoup de plantes, et que je commence à juste les regarder, puis à observer la différence des couleurs, du vert, etc. C'est pas une activité particulièrement fatigante. Donc mon esprit, il va en profiter pour faire plein de choses. Et pour réorganiser tout ce que j'ai appris dans la journée, puis tout ce que je vais devoir ressortir pour les examens. Lui, il est en train de faire ses autoroutes de connexion nerveuse, de connaissances. Et donc, pour mon cerveau, c'est super bon. C'est pour ça que j'encourage justement à faire de la méditation. Mais je trouve que c'est cool aussi parce que c'est des moyens, comme tu l'as dit, qu'on retrouve et qu'on peut avoir dans le quotidien, sans que ce soit vraiment, ça donne trop de pression. Mais je reconnais ça aussi dans certaines activités que j'entreprends moi-même et je réalise même pas en fait que c'est un exercice de concentration. C'est comme quand tu as parlé justement du mouvement. J'avais suivi 1 ou 2 semestres des cours de danse contemporaine à l'université. Et puis là, j'avais vraiment l'impression de seulement me concentrer sur un aspect, l'aspect du mouvement corporel, etc. Et j'étais pas vraiment consciente que c'était une forme de méditation. Mais en tout cas, c'est quand même ce dont... Maintenant, avec un peu de recul, c'est un peu, j'ai l'impression que c'était quand même une forme de méditation après coup. Même si c'était corporel, je trouvais que ça passait aussi beaucoup par l'esprit. Je trouve ça très intéressant. Oui, je me rappelle aussi d'une personne qui m'avait dit, moi, le tricot, pour moi, c'est ma méditation. Ouais. Et puis, évidemment, il y en a qui vont
qui vont dire « Ah non, mais enfin, là, on confond tout, c'est n'importe quoi. » Voilà les puristes. Mais forcément, si je suis bien focalisée et puis que mon esprit, il a plus qu'à se concentrer sur mon motif que je suis en train de tricoter ou sur les couleurs que je vais devoir choisir, je suis pleinement là, je suis dans l'instant présent et je lâche tout le reste. Et mon cerveau, pendant ce temps-là, il en profite pour faire tout ce qu'il a encore à faire. Et qu'il ne peut pas faire tant que je suis toujours en train de tourner dans ma roue de hamster. Ouais, c'est ça, quoi. Mais évidemment, ça, après, c'est la définition maximaliste ou minimaliste. Bien sûr, là, je pense on entre dans un débat sûrement un peu plus grand que, que la Voilà, portée de ce voilà. podcast. Exactement. Je sais pas si Sophia ou Tania, vous avez un mot de la fin ou quelque chose que vous voudriez encore ajouter. Ouais, je pense qu'on peut, comme on avait dit avant, mettre en avant que tu proposes justement des cours et des initiations, et que si des auditeurs ou des auditrices seraient intéressés d'en suivre, qu'ils t'en touchent un mot, n'est-ce pas ? Volontiers. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'interruption avec le Covid, les cours que je donnais le mercredi midi à Pérol n'ont plus lieu pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas le droit de se réunir. Et en plus, l'heure de midi n'est pas pratique quand on est en ligne. J'avais proposé quelque chose tôt le matin, mais c'est pas super pratique non plus pour beaucoup de gens. Donc moi, s'il y a des personnes qui me disent tiens, on aurait envie de faire quelque chose, moi je veux bien proposer justement 1h30, 2h, un après-midi, un samedi après-midi, ou je sais pas, un moment qui convienne. Le soir, j'ai des ateliers quasiment tous les soirs, donc là ça va être difficile. Mais on peut essayer de trouver un moment pour justement des personnes qui seraient intéressées, puis faire un petit truc et puis voir après ce qui peut convenir. Et il faut savoir que il fut un temps, mis sur Moodle toute une série de méditations que j'avais enregistrées à Pérol, pendant que je les faisais. Et donc ça aussi, elles doivent être encore sur Moodle, ou sinon je peux certainement les retrouver, puis aussi les donner comme ça. Mais sinon, il y a plein d'applications. C'est pour ça que finalement, j'ai pas continué ça, parce que tout ce qui se fait de manière auditive et habituelle, je dirais les classiques, on peut trouver sur application. Les moins classiques, comme tout ce qui est justement créatif ou en mouvement, eh bien ça, évidemment, on trouvera pas. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés, que ce soit de la méditation ou d'autres ateliers que tu proposes, vu qu'il y en a quand même pas mal, il suffit de te contacter par mail, c'est juste ? Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, on mettra de toute façon ton mail dans la description du podcast, je pense. Et si on trouve le Moodle, peut-être aussi le Moodle. Ça, on reste à voir. Il suffit de me contacter, puis moi je vais voir parce qu'il y a un mot de passe. Ouais. Et puis après, je peux passer le... Ok. Le mot de passe, alors, le mot de passe, il faut pour ceux qui en auraient envie. Voilà, il faut que j'aille le retrouver. Très bien, parfait. Super. Merci beaucoup déjà à toi, Tania, de nous avoir raconté un peu de ton temps pour nous parler de ce sujet, de ce que tu fais. Merci aussi à Sophia d'avoir participé. Merci à toi, Arnaud. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine donc, pour un nouvel épisode du Pod Freeze. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre à @SanteFreeze sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Salut. Merci. Mais c'est moi qui dis merci de m'avoir invité. Toute bonne suite.